Amis de la récupération, bonjour. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo de ce que les Anglais appellent teardown, qu'on peut traduire par démantèlement. Alors c'est quoi l'idée? Voici une imprimante laser Brother HL2070N, qui est une imprimante que j'ai achetée, à mon avis, il y a plus de 10 ans largement, et que j'ai utilisée comme voilà, imprimante laser de bureau. Mais c'est une imprimante, je veux dire, qui est arrivée en fin de vie. En effet, avec le temps, elle est imprimée de plus en plus, je veux dire, difficilement. Là, elle a un problème, je veux dire, elle reste plus en veille, enfin bon. Elle a manifestement fait son temps, 10 ans pour une imprimante, je pense que c'est une durée de vie tout à fait valable. Donc, normalement, une telle imprimante devrait finir dans la déchetterie, hein, dans le système de récupération. Mais je pense que c'est toujours intéressant pour des amateurs, plutôt que de les foutre directement comme ça, de regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, et on va voir qu'il y a toujours des choses intéressantes à récupérer. Et après le reste, bien sûr, on peut toujours, bien sûr, le remettre à la déchetterie. L'idée n'est pas de balancer ça n'importe où. Alors, donc c'est une imprimante laser LED. Je l'avais acheté à l'époque, elle était réseau. Alors on peut voir que, si on regarde derrière cette imprimante, ici, là, voilà, on peut voir qu'elle avait une interface centronique. C'est là qu'on voit qu'elle est quand même déjà relativement assez âgée, parce que des imprimantes qui ont des interfaces parallèles centroniques, si on a plus 10 000 quand même, c'est plus vraiment à la mode. Là, on pouvait avoir une interface USB que j'ai jamais utilisée, d'ailleurs il y a encore le scotch dessus qui disait d'installer le driver avec, ou ici une prise RJ45 Ethernet. Et donc moi c'est ce que je faisais, elle était branchée en réseau, comme ça. Ce que je vous propose, c'est de la démonter, sachant que là, je vais pas prendre des précautions particulières, je veux dire, pour ne pas perdre de pièces ou pour la remonter, dans cette mesure où là, il ne s'agit pas d'une réparation, mais vraiment d'un démantèlement en vue de récupération. Donc voilà, cette imprimante-là ne fonctionnera sans doute jamais plus. Alors très rapidement, je rappelle le principe de ces imprimantes. Hein. Le principe de l'imprimante laser, c'est d'avoir un rouleau photosensible, d'ailleurs qui lui d'ailleurs est amovible. Voilà. Et on a ici donc ces cartouches que l'on peut changer. À l'intérieur, là je ne sais pas si on le voit bien, un rouleau ici photosensible. Donc le principe rapidement de ce genre de choses, c'est que on va charger ce rouleau spécial avec de l'électricité statique, hein, enfin de l'électricité à haute tension, hein, très rapidement. Et on va ensuite, avec un laser, venir décharger tous les endroits où on ne veut pas qu'il y ait de l'impression. C'est-à-dire qu'à la fin, on va avoir une sorte d'image sous forme d'électricité statique sur le rouleau de ce qu'on veut faire. Et derrière, on va charger le tonnerre, qui est une poudre très fine, avec de l'électricité statique en polarité opposée. Le tonnerre viendra se mettre sur le rouleau qu'aux endroits qui n'ont pas été déchargés par le laser. Derrière, quand la feuille arrive, pareil, on lui donne, on la charge aussi avec la polarité qui va bien, et il va y avoir un transfert donc de cette poudre très fine qui est le tonnerre sur la feuille qui derrière va passer dans un four qui va fondre le tonnerre pour le stabiliser. Je rappelle que le tonnerre, c'est pas réellement de l'encre, hein, si on regardait ça au microscope, c'est une sorte de poudre très très fine, de microplastique, qui justement à la chaleur fond et se fixe sur la feuille. Voilà en gros le système de fonctionnement de ce genre d'imprimante. Bon, après on trouve plein de vidéos et de docs hein, si vous voulez approfondir. Tant que la différence avec les imprimantes LED, c'est qu'au début les premières imprimantes laser, comme la toute première que j'ai eue, hein, qui était une Laser Writer Apple, mais qui était basée sur une mécanique Canon, il y avait réellement une diode laser, et il y avait un système de miroir entraîné par un moteur, et tout un système optique qui faisait en gros balayer le rouleau photosensible, et le laser était modulé en fonction. Là, de façon à avoir quelque chose de moins cher et de moins compliqué à faire, en fait, il y a une sorte de barrette de LED, avec plein de petites LED qui, je veux dire, font d'un coup quasiment la ligne. Voilà, à part cette différence, le principe reste le même. Donc c'est un truc qui fonctionne, ma foi, très très bien, et on voit bien que les imprimantes laser existent toujours, et sont
très utilisé. Par contre, je me dis toujours que les gars qui ont dû mettre ça au point à l'origine, ils ont quand même dû en chier, parce que déjà, il fallait avoir l'idée du principe, mais au début, je veux dire, avant de réussir à mettre au point un système comme ça, qui mettait pas de la poussière partout et tout, ça n'a pas dû être évident. Alors, attention, justement, quelque chose d'intéressant, qui est que dans cette partie-là, il y a justement cette fameuse cartouche, qui est derrière, on peut même, je crois... en fait, il y a deux parties là-dedans. Voilà, je crois qu'on peut... Voilà. Ici, on peut voir qu'il y a la partie purement tonnerre, le tonnerre étant rempli ici dans cet orifice. Voilà, et d'ailleurs, on peut voir qu'il y en a encore sur ce rouleau un petit peu en creux. D'ailleurs, j'en ai laissé sur les doigts. Et ça, il faut faire très attention, parce que, je veux dire, si on veut l'ouvrir, pourquoi pas, hein, j'en ai déjà ouvert des trucs comme ça, mais c'est pas évident. D'abord, parce qu'on va très vite en foutre partout et c'est assez dégueulasse. C'est même, à mon avis, à respirer et autres, pas quelque chose de très bien. Donc là, est-ce que l'idée, ça vaut le coup de démonter ça? Je sais pas si je vais me lancer là-dedans. Sachant qu'il y a toujours du tonnerre à l'intérieur. Voilà. Parce que d'ailleurs, dans certains cas, le tonnerre, on peut le récupérer éventuellement, mais enfin après c'est toujours pareil avec les cartouches, souvent il y a des compteurs. Donc ça c'est la partie purement cartouche. Là on voit très bien ce cylindre photosensible qui est, alors ça dépend des fois, là il est un peu rouge, là d'ailleurs on peut le voir, là on peut a priori l'enlever. Encore une fois je force, je casse, hein, j'en ai rien à foutre, c'est du démantèlement. Et voilà, là on voit ici ce cylindre. Et alors des fois il est vert, là il est couleur rouge. Donc lui c'est pareil, généralement on le change, mais moins souvent que le tonnerre. Le tonnerre, quand il n'y en a plus, on en remet, et là on le fait. Alors c'est évident que là, le manipuler et tout à la main, c'est pas une bonne idée, hein. Après il est mort. Donc là, si je casse carrément cette partie-là, encore une fois, là c'est pas du démontage propre. Et c'est ça que j'aime bien dans le démantèlement, dans la mesure où on n'en a rien à péter, on ne veut rien remonter. On peut se permettre de faire du travail de destruction, on va dire. Voilà ce que je voulais faire. Donc voilà, ça c'est le fameux cylindre photosensible. Donc ça par contre c'est un cylindre métallique. Et ça on peut tout à fait le récupérer après pour le réutiliser pour tout ce qu'on veut. Donc ça c'est déjà quelque chose qu'on peut garder. Là on peut voir ici justement cette grille là qui fait partie du système d'électrification. Donc là on peut voir aussi sur ce truc là par exemple, voilà, cette belle barre là. Et là aussi on peut enlever facilement. Donc ça c'est typiquement le genre de truc super intéressant à récupérer. On voit ici cette belle barre à rectifier qu'on peut derrière recouper, retourner, réusiner. Donc voilà là-dessus ce qu'on peut récupérer. Là on a aussi ce système là pareil de petites brosses là. Bon ça par contre, je sais pas si on peut en faire quelque chose, bien que à voir. Et on a encore ici un rouleau. Voilà, qui est encore une fois une barre. Et lui par contre est entouré là de caoutchouc. Donc ça c'est bien pareil, tout à fait utilisable. Bon après voilà, après il va rester ça on peut certainement pas en faire grand chose. Déjà dans une telle imprimante, ce qu'on va pouvoir récupérer à coup sûr, c'est beaucoup de visserie. Et que après bah, voilà, on peut récupérer, mélanger tout en vrac ou trier. Donc là l'idée bien sûr, hein, il n'y a jamais trop de vis apparentes, mais on commence ici à en voir. D'ailleurs on voit aussi que on voit des taches de rouille là, il y a dû y avoir de l'humidité ou un problème avec cette imprimante. Enfin bon, comme je l'ai dit, elle est assez ancienne. Donc là, qu'on peut, bien sûr, on peut utiliser une perceuse visseuse. Et voilà, il faut toujours essayer de repérer au maximum toutes les vis. Et l'idée, c'est d'enlever un petit peu tout ce qu'on peut. Voilà, donc ça, c'est le genre de vis qu'on va aussi récupérer. Donc ça, c'est des vis à tôle ou à plastique. Bon voilà, je vais pas tout filmer parce que là c'est pas tellement intéressant. Je vais commencer déjà à enlever le plus gros, puis on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc de façon très classique, hein, une fois qu'on a un petit peu cherché, on s'aperçoit qu'il y a des vis devant et derrière qui tenaient les flancs.
Donc là, on a de ce côté-là une première partie où on peut voir un ventilateur de refroidissement et cette partie qui, à mon avis, contient l'alimentation. Donc on va pouvoir voir ça. Et de l'autre côté, on a, comme on peut le voir, là, cette plaque de blindage et toute la carte mère qui contient, je veux dire, toute l'électronique de pilotage. Donc là, c'est pareil, hein, ça sert à rien de filmer, je vais enlever toutes les vis. Et voilà, on va voir petit à petit les choses qu'on récupère. Voilà, alors j'ai enlevé déjà le plus gros, hein, ça fait beaucoup de choses à enlever, mais on peut déjà regarder certains sous-ensembles intéressants. Alors déjà, il y a cette partie-là, donc ça c'est ce qu'on appelle le four. C'est justement la partie où vient glisser la feuille dès qu'elle a été, je veux dire, chargée par les endroits du tonnerre que l'on désire imprimer, et qui va donc chauffer très rapidement. Alors si on peut regarder, là, je ne sais pas si on le voit bien, essayer d'éclairer un petit peu. À l'intérieur de ce four là, c'est un tube qui est creux, dans lequel il y a un tube alors c'est pas vraiment du verre, je pense que c'est une sorte de quartz, un truc comme ça, qui fait toute la longueur, qui est alimenté en 220 grâce à cette prise ici, et c'est lui qui va chauffer très rapidement, sachant que dessus vient ce galet presseur avec ce caoutchouc orange là, qui est un caoutchouc qui est spécialement étudié pour tenir des hautes températures. Donc la feuille passe en sortie entre ce galet presseur et le four, hein, les deux, sachant que les deux tournent, et grâce donc à ce tube de quartz qui est ici à l'intérieur, là, je ne sais pas si on le voit bien, ça chauffe très vite, et c'est ce qui permet donc de cuire en quelque sorte la feuille. Alors ça, on peut très bien le récupérer, on peut le garder comme ça, là ça ne sert pas à grand chose, on peut très bien faire fonctionner ce tube, et j'avais même une fois utilisé pour faire un chauffage ou une charge ou ce qu'on veut, mais voilà, donc là, bon, je sais pas si je vais... L'avantage de le garder sous cette forme-là, c'est que le tube, il est protégé. Donc je sais pas si je vais le démonter ou si je vais le garder comme ça, mais enfin bref. Toujours est-il qu'il y a cette partie-là. Ensuite, il y avait toute cette partie-là, donc sur lequel, alors j'ai déjà enlevé certains engrenages, mais on regarde le moteur principal. En fait, il n'y a qu'un seul moteur dans cette imprimante, qui est un moteur donc qui est contrôlé électroniquement, et qui fait tourner tout un train d'engrenages, sachant que certaines parties sont commandées, comme on peut le voir ici, par ces électroaimants. Alors ça c'est intéressant à récupérer, hein. Dessus la tension est marquée, donc c'est des 24 volts, et qu'on peut donc utiliser. Alors attention, quand on récupère des électroaimants, comme ça souvent le noyau est comme ça, il n'est pas solidaire, donc moi je les mets tout de suite dans un sachet pour garder ensemble le noyau, éventuellement le ressort qui va avec, pour les garder ensemble. Alors ensuite, une partie très importante, c'est cette partie-là, qui est la partie optique. Donc là, on peut voir là cette fenêtre, dans laquelle il y a justement cette barrette de diode laser. Et on voit que c'est marqué dessus, hein, que c'est dangereux, puis que c'est quand même des rayons laser. Et donc ça, bah, on va l'ouvrir tout à l'heure pour voir comment c'est foutu dedans. Bon, et bien surprise, je me suis trompé, j'ai dit une connerie. Je pensais que c'était une imprimante laser LED. En fait, pas du tout. Non, non, c'est une, je veux dire, classique entre guillemets. Donc avec justement le système dont je vous parlais. Alors l'idée c'est quoi? On voit la diode laser qui est ici, qui passe là dans cette optique et qui arrive sur ce miroir tournant. Ce miroir donc c'est lui qui va faire des balayages qui sont remis en forme grâce, là, on peut voir, à toute cette optique. Donc là, on voit que voilà, il y a différentes optiques, courbes et ainsi de suite. Grâce à ça, que ça va les décharger sur le cylindre photosensible aux endroits qui vont bien. Alors, on peut voir aussi qu'il y a un feedback, c'est-à-dire que là, en gros, quand le système arrive au bout, on voit que grâce à cette optique-là, on arrive là sur ce phototransistor qui, bon, en gros, à mon avis, ça lui permet de se synchroniser. Il voit quand le balayage commence ou s'arrête, et ça lui permet de se synchroniser. Enfin voilà, donc là on peut voir que ça a l'air de rien comme ça, mais c'est sans doute quelque chose qui a été assez pointu et calculé à mettre au point. Et là voilà, on peut voir qu'il y a ce miroir, voilà, ici, et toute cette optique. C'est assez impressionnant comme système. Et donc là, la diode laser est ici. Alors attention, hein, je ne sais pas si c'est un laser visible ou infrarouge. Toujours est-il que, je ne sais pas si c'est marqué d'ailleurs sur le capot, Invisible Laser Radiation. C'est-à-dire en fait c'est probablement un laser infrarouge. Et ça, il faut faire très attention. Hein, c'est pas parce qu'elles sont invisibles qu'elles ne sont pas dangereuses. Et s'amuser avec ce genre de diode, à les alimenter pour voir, c'est quelque chose de très très dangereux.
que je ne saurais que déconseiller. Enfin voilà, donc là-dessus on peut toujours essayer de récupérer différentes parties. Bon après, est-ce qu'on en aura l'usage? Ça c'est autre chose, hein. J'en ai déjà démonté pas mal des imprimantes laser. Enfin donc voilà le cœur du système. Alors voilà, j'ai fini de tout démanteler et nous allons pouvoir regarder un petit peu finalement quel est le butin de, de cette récupération. Alors en fait on récupère pas mal de choses. Pour info, j'ai fini quand même par démonter le four. Donc voilà la fameux tube de quartz, là c'est une sorte de super lampe halogène qu'il y avait à l'intérieur. Et donc généralement ça s'alimente sur le secteur. Et donc ça on peut s'en servir comme éclairage, mais surtout comme chauffage pour ce qu'on veut. Puis en le modulant avec un triac par exemple, on peut en faire un four pour sécher des trucs. Enfin, on peut en faire pas mal de choses on va dire. Donc là derrière on récupère, comme je le montrais, un certain nombre donc, de tubes en aluminium. Donc on peut après réusiner pour faire ce qu'on veut. Alors là il y a un truc qui est intéressant, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure. C'est quelque chose qui est très important dans les imprimantes laser, c'est ce qu'on appelle le corona. Alors si on regarde bien à l'intérieur, là, bon, je ne sais pas si on le voit parce que c'est très très fin, il y a un petit fil métallique qui est vraiment très fin, on va dire c'est à peu près comme un cheveu. Et ce fil métallique est très important parce que grâce à un effet qu'on appelle l'effet corona, qui est un effet de propagation des charges électriques, c'est lui qui va venir charger en gros le tambour photosensible, voilà, en fait quand il passe devant. Et derrière le laser, donc comme je l'ai dit, va le décharger aux endroits où on ne veut pas d'encre, le tonnerre va se coller là où on en veut, il va derrière se transférer sur la feuille qui elle-même est chargée avec de la haute tension de polarité opposée, ça passe dans le four et donc c'est ce qui fait l'impression. Alors ce fil Corona il est important parce que des fois il finit quand même par se salir un petit peu et des fois il faut le nettoyer. C'est pour ça par exemple là on voit qu'il y a cette espèce de curseur là qui sert en effet à ça. Quand on voit qu'on a des problèmes d'impression sur une laser, qu'il y a des traces, des choses comme ça, c'est une des premières choses à faire, c'est d'essayer de les nettoyer comme ça. Alors souvent ça suffit. Éventuellement, en faisant très attention et en utilisant les produits qui vont bien, on peut y passer aussi un coton-tige. Enfin bon, recherchez sur YouTube, vous verrez, il y a plein de vidéos sur ce truc-là. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, comme on peut le voir, on récupère ici pas mal de fils de câblage avec des connecteurs. Alors ça, c'est vraiment des trucs que moi je garde toujours. Parce que, en fait, quand on fabrique des appareils, c'est bon, on n'a pas besoin de voir des grandes longueurs. Et depuis, je veux dire, 40 ans que je fais de la récup et de l'électronique, j'ai quasiment jamais acheté de bobine de fil de câblage. Je me suis toujours débrouillé pour récupérer des choses dans les appareils. Là, on peut voir aussi qu'on récupère un très grand nombre de ressorts divers et variés, que ce soit des ressorts de compression, d'extension, de différentes forces. Donc ça, c'est pareil, moi j'en ai une boîte où j'ai un choix incommensurable. Alors bien sûr, le problème, c'est que souvent qu'on en veut deux pareils, c'est rare qu'on les trouve, mais enfin bon. Derrière, donc, on va trouver tous ces axes-là. Ça, c'est des trucs, voilà, surtout quand on a la chance d'avoir un tour, on peut très bien, éventuellement, réusiner, réexploiter. Donc, au niveau des moteurs électriques, on en a deux. Alors, c'est vrai que c'est pas des moteurs qui sont très faciles à réutiliser comme ça, parce que c'est des moteurs à commutation électronique, avec en plus des capteurs et tout. Donc, c'est pas évident de les faire tourner. Par contre, ce qu'on peut, là, on voit que dedans, il y a un roulement à billes. On peut toujours au moins récupérer ça. Là, pareil, ce genre de moteur-là, pas dit qu'il y ait grand-chose à récupérer, mais enfin... Il y a ça. On va récupérer, bien sûr, tout un jeu d'engrenages, donc divers et variés. Voilà. En particulier ça, moi j'aime bien, c'est ce qu'on appelle des crémaillères. Ça, des fois, moi, j'en ai souvent utilisé pour faire des bidouilles après. On récupère un petit ventilo 24 volts. Ensuite, au niveau électronique, là, on va récupérer diverses cartes. On peut voir là, par exemple, une carte avec des capteurs optiques qui sont bien sûr récupérables. Donc ça, c'est la carte, je veux dire, CPU. Alors bon, là-dessus, il n'y a pas énormément de choses à récupérer. C'est des composants CMS qui sont très petits. Bon, on peut récupérer les résistances fusibles qui sont là. Éventuellement, en chauffant, connecteur là et encore. Voilà, moi là-dessus, généralement, je garde pas grand-chose. C'est pas vraiment forcément utile. Et puis... je veux dire, surtout maintenant, quand on voit le peu de coût des composants neufs, généralement, vous passez beaucoup de temps et d'énergie à dessouder des composants, quelque chose que j'ai fait pendant longtemps, et finalement, pas forcément intéressant. Là, il y a toute la carte, justement, qui contient les générateurs qui produisent la haute tension. Donc là, c'est pareil, c'est des cartes un peu hybrides, on peut voir qu'il y a des composants CMS d'un côté,
et des composants traversant de l'autre. Donc ça c'est pareil, il n'y a pas forcément grand chose à récupérer, mais on peut récupérer les condensateurs Y là qui sont là, haute tension, notamment les bobines, ce transpo là, le transistor là. Voilà, on peut toujours quand même là-dessus récupérer des trucs. Pareil pour ici l'alimentation. Alors on pourrait sans doute la faire marcher en tant qu'alimentation, mais c'est à mon avis pas tellement intéressant parce que c'est vraiment un truc qui est très spécifique. Là on trouve par exemple la commutation justement du four avec quelque chose ici qui est sans doute soit un triac, soit un thyristor, ou un transistor, enfin à voir. Bien sûr on peut récupérer ici l'embase, on peut récupérer l'interrupteur, notamment les fusibles. Bon, je ne conseille pas de récupérer les condensateurs électrochimiques. Pourquoi? Parce que c'est quand même un appareil qui a 10 ans, qui est resté en veille quasiment tout le temps, donc qui a beaucoup tourné. Donc ils ont sans doute de l'ESR. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons. Peut-être les récupérer, mais enfin bon. Généralement, c'est pareil qu'on se fait chier à réparer quelque chose. Là, je conseille quand même, vu le faible coût, de remettre quand même du neuf. Ça évite d'y revenir. On peut récupérer bien sûr les photocoupleurs ici. La self là, ça se récupère très bien, surtout que c'est de la bakélite en simple phase, donc ça se dessoude très bien. Donc là-dessus, généralement, voilà, je récupère ces composants-là vite fait, mais pas forcément plus. Là, on a justement la carte d'alimentation et la fameuse diode laser. Donc là, comme je l'ai dit, c'est sans doute un laser infrarouge, et c'est hyper dangereux. Donc honnêtement, je vous déconseille vraiment de vous amuser avec ça. À part se bousiller les yeux, je crois que c'est la seule chose qu'on peut faire. Donc ça va, je vais foutre un coup de marteau pour être sûr que personne ne joue avec. Et foutre ça en l'air. Alors à la fin, il va aussi rester, bien sûr, différentes choses. Alors on récupère souvent, moi j'aime bien, tous ces espèces de petits plastiques isolants, là. Et ça, bah, pareil, souvent je les garde. Et j'en ai, je sais pas combien. Et pareil, quand j'en ai besoin, bon voilà, je redécoupe dedans ce que j'ai besoin. Pareil pour les tôles. Alors les tôles, il y a différentes sortes de tôles à l'intérieur. Il y en a qui ont des grandes parties comme ça plates où on peut éventuellement les récupérer. Voilà, et donc je coupe ce que je peux éventuellement faire. Bon, après il y en a où c'est pas forcément intéressant. Par exemple, si on regarde des tôles comme ça, elles sont tellement spécifiques qu'il n'y a pas grand chose à récupérer là-dedans. Donc bah, si je peux rien récupérer, je les recycle. J'ai un sac où je mets toutes mes bouts de ferraille, puis quand je vais à la déchetterie, je fous ça en l'air. Mais voilà, sinon ça, ce que je fais généralement, c'est que je les coupe avec ma cisaille pour garder des trucs plats, parce que sinon ça se conserve mal. Ce qui fait que j'ai plein de bouts de tôle de différentes formes, différentes épaisseurs, différentes tailles. Ce qui fait que quand j'ai besoin d'un petit bout de tôle pour faire quoi que ce soit, généralement en cherchant dans ma boîte, je retrouve tout ce que j'ai besoin. Voilà pour cette vidéo qui j'espère vous aura intéressé, vous aura montré que voilà, une imprimante, hein, quelle que soit sa technologie d'ailleurs, généralement on peut quand même récupérer pas mal de choses. Alors c'est sûr que l'intérêt, hein, comme j'ai déjà dit, c'est d'avoir, si possible, quand même du choix de pièces qui fait que derrière, quand on bricole, moi quand je fais mes petits robots, mes petits machins et tout, bah, j'ai du choix. Et généralement, en fouillant un petit peu dans toutes ces boîtes, j'arrive toujours à trouver la tôle, la vis, enfin un petit peu tout ce dont j'ai besoin. Alors ça m'empêche pas aussi hein, d'acheter du neuf, hein, surtout comme je monte dans mes QDN, dans la mesure où maintenant on peut quand même trouver à des prix vraiment très intéressants, des trucs bien triés, bien homogènes et tout, donc bien sûr c'est aussi intéressant, mais enfin voilà, en complément, ça permet quand même d'avoir des choses. Même maintenant, il faut reconnaître hein, que au début, quand j'ai bricolé l'électronique, j'ai fait énormément de récupération, mais il faut reconnaître que dans les années 80-90, les composants électroniques coûtaient, je veux dire, relativement beaucoup plus cher que maintenant, et dans bien des cas, la récupération était vraiment quelque chose qui était très rentable, entre guillemets. C'est vrai que maintenant, ça ne l'est pas forcément, surtout que, enfin, si on prend en compte le temps, l'énergie pour récupérer tout ça. Donc maintenant, c'est vrai que je suis quand même beaucoup plus sélectif. En même temps, j'ai beaucoup de stock et pas beaucoup de place. Donc je récupère vraiment que les trucs qui peuvent potentiellement me servir. Mais voilà, après, chacun en fonction de ses besoins peut voir ça. Alors bien sûr, l'idée après, hein, ça n'empêche pas de tout ce qu'on ne va pas récupérer, de bien sûr le recycler correctement dans une déchetterie ou truc des 3 heures, enfin voilà. Tiens Maurice, ça va? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau? Bah, c'est l'été, tu dragues les pinces et tout, c'est bien. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Que moi, je suis trop vieux pour les femmes? Bon, pas du tout. Pas plus tard qu'hier, il y a 3 femmes qui m'ont invité à sortir. Ouais, vraiment. Bon, c'est vrai que je m'étais trompé dans la porte des toilettes, mais enfin, ça n'empêche pas. Que Recycleur, le démon de la récup, veille sur vous, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.